À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Dougoulinkoro, région de Ségou. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, la grande offensive de l'armée malienne dans les régions du Nioro du Sahel et des Cailles. En retour, elle demande à la population une franche collaboration pour détruire tous les nids des groupes armés terroristes. Ce lundi, à l'Estar du monde, le Mali célèbre l'alphabétisation avec comme thème l'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable. Il s'agit de mettre les nouvelles technologies au service de l'alphabétisation. On les trouve partout, entre deux maisons d'habitation à Bamako, devant nos portes, dans les marchés et même à côté de l'école. L'installation des petites stations d'essence se fait en flagrante violation des règles de sécurité, d'hygiène et de santé. Dans notre dossier de ce 13h, Serou Traoré nous dira les dangers de la prolifération des points de vente d'essence. Hors du continent, l'Afrique se réunit aujourd'hui, il s'agit de l'actualité internationale, l'Afrique se réunit aujourd'hui à Addis Abeba pour le sommet africain sur le climat. Il s'agit de trouver un consensus commun pour les priorités du continent avant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le sommet du G20 et la COP au Brésil. Et puis, en France, le sort du Premier ministre François Bayrou devra être scellé ce lundi à l'Assemblée nationale à l'occasion d'un vote de confiance qu'il a lui-même sollicité. En sport sur le continent, le Mali acquitte au double dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Aigles jouent ce soir leur survie à Accra face au Black Star du Ghana au plan national et de 2 pour la région de Koulikoro qui a remporté hier la Super Coupe générale d'Armée Assimi Goïta en football. Fotigi Tunkara vous donne rendez-vous en fin d'édition pour toute l'actualité sportive. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 8 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué, l'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les opérations de traque et de destruction des groupes armés terroristes se poursuivent sans relâche dans la région des Cailles après les opérations de samedi qui ont porté un coup dur aux groupes armés terroristes avec la destruction de plusieurs sanctuaires terroristes. Les opérations de traque des rescapés se sont poursuivies le lendemain, hier dimanche, avec des bombardements de plusieurs positions des groupes armés terroristes dans la localité des Nioro du Sahel. Les ratissages continuent dans la zone. Le chef d'état-major général des armées tient à informer les populations de l'intensification des opérations terroristes dans la région de Caille et des Nioro du Sahel et compte sur leur coopération pour la bonne poursuite de ces opérations. Il rassure par la même occasion que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je l'annonçais dans les titres. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée ce lundi 8 septembre, comme chaque année pour cette édition 2025, la célébration sur le thème international qu'a choisi l'UNESCO est l'alphabétisation à l'ère du numérique. Alors qu'au Mali, le thème est l'alphabétisation numérique clé pour un avenir inclusif et durable. Le point du message du ministre de l'Éducation, c'est avec Batraouri. L'outil numérique est au cœur de la célébration de l'édition 2025 de la journée de l'alphabétisation. L'événement est célébré au Mali sous le thème « L'alphabétisation numérique, clé pour un avenir inclusif et durable » et au plan international, l'alphabétisation à l'ère numérique. Ces deux thèmes traduisent la volonté d'intégrer les compétences numériques dans les programmes d'alphabétisation afin de garantir un accès équitable de tous à l'information et à l'économie numérique. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Le choix du thème traduit notre volonté de mettre l'accent sur la transformation profonde qu'impose l'ère numérique. Aujourd'hui, maîtriser la lecture, l'écriture et le calcul ne suffisent plus. Il est devenu impératif d'acquérir aussi les compétences numériques de base pour participer pleinement à la vie économique, sociale et citoyenne. L'alphabétisation numérique ouvre
des perspectives à la fois nouvelles et renforce l'autonomie des femmes et des jeunes. La mise en place du portail de l'éducation et bien d'autres actions en projet constituent des avancées dans la digitalisation du secteur éducatif au Mali et surtout dans l'alphabétisation. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, réaffirme son engagement à renforcer les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, à intégrer davantage les outils numériques dans les dispositifs d'enseignement et d'apprentissage, à développer des partenariats solides pour doter nos communautés d'infrastructures et de ressources adaptées. Aussi, le ministre Amadou Sy Savané demande des efforts de tous les acteurs de l'éducation pour la poursuite de la numérisation du monde de l'alphabétisation. D'ici là, en 13e région à Dioïla, fin affamant de l'atelier de paramétrage des indicateurs des maladies non transmissibles et en particulier de la santé mentale et le soutien psychosocial. Un cadre de 5 jours qui a mobilisé une vingtaine d'acteurs concernés par le sujet. C'est une initiative de Médecins sans frontières et soins en collaboration avec la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Le point depuis Dioïla, c'est avec Moustapha Doumbia. L'atelier de paramétrage des indicateurs des maladies non transmissibles et en particulier de la santé mentale et soutien psychosocial est une initiative de Médecins sans frontières en collaboration avec la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. L'objectif est de contribuer au renforcement du système de collecte des données des maladies non transmissibles en général, la santé mentale et soutien psychosocial en particulier. Elvis A. Data, représentant de Médecins sans frontières. Cette collaboration nous a amené à organiser cet atelier sur la définition et la validation des indicateurs santé mentale. Et nous espérons qu'après cette validation, ça va permettre au ministère de la Santé d'avoir une image générale de tout ce qui se passe sur la santé mentale au niveau du district sanitaire. Et cette collaboration ne va pas s'arrêter, ça veut que de commencer. Dr Adama Bejakite, représentant du directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Ces différents indicateurs sont traités et mis à la disposition, en tout cas, des plus hautes autorités pour des prises de décision dans le cadre de la lutte contre la maladie en général, mais aussi contre les maladies non transmissibles en particulier, notamment la santé mentale et soutien psychosocial, la drépanocytose et la trichomoniase, mais aussi les soins bucco-dentaires. La rencontre de 5 jours a regroupé les personnels de la Direction générale de la santé, les membres de la sous-section du service des maladies non transmissibles, des personnes ressources ainsi que des partenaires techniques et financiers. Kunkun Di Salif Diallo, chef de la sous-section des maladies non transmissibles. Il faut dire que c'est une épine de moyens qui est sortie de notre pied. Et la suite, je pense qu'il y aura des partenariats entre MSF et nous. Les experts vont nous accompagner par rapport à la formation, la mise en œuvre de ce qu'on vient de faire sur le terrain, sur la santé mentale et l'accompagnement psychosocial jusqu'au niveau communautaire. Donc vraiment, c'est une décentralisation de la prise en charge de la santé mentale et de soutien psychosocial. Et ça va en phase avec la politique sectorielle qui est basée même sur les soins de santé primaire. La rencontre s'est déroulée en travaux de groupe et en plénière. 13h, cette actualité hors du pays. En Éthiopie, le 10e sommet sur le climat s'ouvre aujourd'hui à Addis Abeba en partenariat avec l'Union africaine. Il réunira 45 chefs d'État et de gouvernement et plus de 25 000 représentants d'entreprises et d'institutions jusqu'au 10 septembre. Ce sommet vise à clarifier les priorités du continent avant les grands rendez-vous internationaux à venir, comme l'Assemblée générale de l'ONU, le sommet du G20 ou la COP au Brésil en fin d'année. À l'issue de ce sommet, les dirigeants africains signeront une déclaration commune pour montrer leur unité et leur engagement climatique face aux investisseurs et à la communauté internationale. En RDC, après des affrontements avec les forces armées, les rebelles du mouvement M23 ont repris hier le contrôle de la ville de Shoa dans la province du Nord Kivu. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a condamné ces attaques menées par les combattants du M23 FC contre les positions de l'armée dans le Nord et le Sud Kivu, les qualifiant de violations flagrantes des accords de paix de Washington et de la déclaration de principe de Doha au Qatar.
En France, le sort du Premier ministre français François Bayrou devrait être scellé ce lundi à l'Assemblée nationale à l'occasion des votes de confiance qu'il a lui-même sollicité sur son plan de désendettement de la France à hauteur de 44 milliards d'euros. À moins d'une improbable surprise, une majorité des députés vont l'obliger à démissionner. Ce sera alors sans doute le chant du cygne pour François Bayrou à la tribune du Palais Bourbon. François Bayrou le sait déjà puisque hier, dans son ultime interview sur une télévision française, il a déclaré, je cite, « Les forces politiques se mettent ensemble pour abattre le gouvernement ». Fin de citation. Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump intensifie sa politique anti-immigration. Après avoir attaqué Boston en justice sur ses lois dites de sanctuaire, une vaste opération du service de l'immigration et des douanes des États-Unis est en cours dans le Massachusetts. Elle est baptisée Opération Patriot Act 2.0 et mobilise des agents fédéraux à Boston et dans plusieurs autour de la ville. Objectif, interpeller les immigrés en situation irrégulière. Cette opération intervient après une première vague qui a eu lieu en mai dernier et qui avait conduit à près de 1500 arrestations dans l'État du Massachusetts. Israël, les services de secours israéliens ont annoncé au moins 5 morts et plusieurs blessés il y a 1 heure dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est. L'attaque s'est déroulée à l'entrée du quartier de Ramoth dans le secteur de la ville sainte occupée et annexée par Israël et l'attaque a été revendiquée par le Hamas. Enfin, en Thaïlande, l'ex-premier ministre Thaksin Shinawatra de retour au pays. Il doit faire face à la justice de son pays demain mardi. La Cour suprême va se prononcer sur la libération anticipée dont l'ancien dirigeant avait bénéficié en août 2023 après une condamnation à 8 ans de prison pour corruption. Elle pourrait de nouveau le renvoyer en prison ou l'acquitter. Place à présent à notre dossier de ce lundi. La cohabitation entre les populations et les points de vente de carburant pose un véritable casse-tête dans la ville de Bamako et même dans quelques capitales régionales. Dans la cité des Trois Caïmans, la vente de carburant près des habitations ne fait pas toujours bon ménage avec les populations. En témoigne l'incendie survenu le 25 août dernier à Djelibougou-Doumanzana, en commune 1 du district de Bamako, et qui a malheureusement causé la mort d'une personne. Ce phénomène est pourtant encadré par un texte législatif datant du 15 mai 1990. Alors, pourquoi on peine à appliquer les textes et pourquoi ces installations anarchiques? Cellou Traoré a fait un tour dans la ville. À moins de 30 mètres du lycée Philidabo Sissoko et à 10 mètres d'une habitation, le point de vente de carburant Goutte d'Or s'est transformé en un entrepôt de véhicules calcinés. Il s'agit là des conséquences de l'incendie survenu le lundi 25 août aux environs de 19h, lorsque le point de vente d'essence a pris feu. Le bilan fait état d'engins hors d'usage et d'un agent de lavage décédé. Nous sommes à Doumanzana, en commune 1 du district de Bamako. Aucune cause exacte de l'incendie n'a encore été déterminée. Daouda Traoré, victime. 19h30, aux environs de 19h30, je suis venu trouver que le feu a pris les lieux. Malheureusement, tout mon véhicule a été brûlé. Les sapeurs-pompiers sont venus, on les a aidés à éteindre le feu. Alassane Touré, habitant à Doumanzana. On n'a pas de préférence sur l'incendie survenu dans ce point de vente, car ce n'est pas un lieu où on doit installer le point de vente au milieu des concessions. Il faudrait que les textes soient respectés. Un point de vente d'essence ne doit pas cohabiter avec les populations. Modibo Traoré, victime. Mon véhicule était stationné dans le point de vente. J'ai brisé les vitres du véhicule avec ma main et avec l'aide des bonnes volontés, j'ai pu sauver ma voiture. Le drame qui a coûté la vie à un citoyen relance aujourd'hui le débat sur l'implantation des points de vente de carburant dans les zones résidentielles. À Bamako, comme dans les capitales régionales, les points de vente de carburant poussent comme des champignons au point qu'il est difficile de parcourir 500 mètres sans en apercevoir. Ce phénomène constitue pour beaucoup de citoyens un réel problème de sécurité. Alphonse
Amos Sanou. Qui autorise d'abord ce genre de choses-là? Parce que d'abord, c'est un danger pour l'environnement, un gros danger. Les mesures de sécurité, il n'y en a pas. Sanata Koulibaly, habitante. Dans un quartier comme ACU 2000 là, bon, ça n'a pas trop d'utilité ici en fait, parce que les gens préfèrent aller voir dans les stations. Tambadjan Doumbia, habitant à Amdalay ACI 2000. Ces points de vente de carburant ont leur intérêt, car ils ont moins de risques que l'essence vendue dans les bouteilles. Mais des mesures doivent être prises pour les éloigner des domiciles. Je vois peu de risques parce qu'ils chargent le dépôt tard dans la nuit. En ce moment, beaucoup sont couchés. Pourtant, les clients de ces points de vente n'ont généralement pas le choix. Modibo Sogoba, client. L'essence que j'achète dans ces lieux dure beaucoup. Le prix des litres varie 750-700 francs CFA. Je suis un fidèle de ces points de vente. Je ne vois pas de mal. Tiseke Keita, client. Je n'ai jamais pris de carburant dans ces mini-stations. J'ai toujours pensé qu'ils ne vendent pas de bons carburants ou ils trichent. Qu'ils soient situés à côté des domiciles, les responsabilités sont partagées. Si certains habitants tentent parfois d'empêcher leur installation, les textes sont cependant très clairs. Amadouba, secrétaire général à la mairie de la commune 1. Le texte législatif, c'est l'arrêté interministériel 1560 du 15 mai 1990 qui régit le point de vente fixe et mobile, qui autorise les autorités municipales à délivrer des autorisations d'occupation du domaine public. Le point de vente goutte d'eau respecte ces conditions. Cet arrêté, on s'en sert pour délivrer ces autorisations qui sont assujetties a priori à une demande formulée par celui-là qui veut implanter un point de vente. La demande qui est arrivée, il y a des services techniques à disposition. Donc on les impute, il y a les services de l'urbanisme, il y a les services de l'assainissement qui est là. Ensuite, il y a une cellule de la direction urbaine pour le bon ordre et la protection de l'environnement, la DUBOP, qui font tous leur constat. C'est après ça qu'un bordereau est fait et envoyé au niveau de la police qui fait ses enquêtes. Donc c'est suite à la compilation de tous ces rapports que le président de l'organe exécutif, qui est le maire, délivre une autorisation d'occupation du domaine public. Les promoteurs et les pompistes concernés n'ont pas voulu s'exprimer sur le sujet. Malgré la réglementation du secteur en vigueur, force est de constater que beaucoup de ces points de vente de carburant gênent la circulation et obstruent les voies d'évacuation des eaux usées au détriment des riverains qui ne sont pas à l'abri des inondations en cette période de la saison des pluies. Et aux grandes dames de Fotiki Tunkara, ce n'est pas les points de vente de stations d'essence, mais plutôt les grandes stations qui sont très souvent à côté des stades de football. Dans un instant, le sport. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Fotiki Tunkara dans ce 13h et celui que j'appelle affectueusement Doutriba Fotiki. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup à vous, Ousmane. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et tiré à 4 épingles. Merci beaucoup. Merci des compliments. Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta, l'édition 2025 a connu son épilogue hier avec la victoire de Koulikoro, vainqueur de Mopti 5-3 au tir au but. Oui, Koulikoro s'adjuge le trophée de l'édition 2025 de la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta. En finale disputée hier au stade Mamadou Konaté, plein à craquer, l'équipe de Koulikoro a gagné contre celle de Mopti par le score de 5-3 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout. Tenant du titre, Koulikoro conserve son trophée, une grande première dans cette compétition. Pour le Premier ministre qui a présidé la finale, ce tournoi illustre parfaitement la vitalité de la jeunesse malienne, une jeunesse toujours mobilisée pour faire face à la désinformation, tout comme aux autres défis du moment. Pour le général de division, Dr Abdoulaye Maïga, les sports véhiculent beaucoup de vertus, beaucoup de valeurs. Donc nous l'écoutons au micro de Mamare Kone et Alou Touré. Je voudrais, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, féliciter l'équipe vainqueur, qui est l'équipe de Koulikoro, qui remporte pour la deuxième fois d'affilée la super coupe de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. L'équipe de Mopti n'a pas démérité. Ceci dit, je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter l'ensemble des équipes qui ont pris part à ce tournoi extrêmement important pour la vie et la cohésion dans notre pays. Il est important également de souligner que, en tout
cas, ce tournoi illustre à juste titre la vitalité de la jeunesse malienne. Une jeunesse qui constitue le fer de lance de la refondation de notre pays. Une jeunesse sur laquelle son Excellence le général d'armée Assimi Goïta fonde énormément d'espoir. Une jeunesse qui est toujours restée mobilisée chaque fois que cela leur a été demandé pour faire face justement à la désinformation, être mobilisée contre les différentes menaces auxquelles notre pays est confronté. Je voudrais également rappeler que les équipes qui ont participé à ce tournoi ont eu l'occasion de promouvoir les valeurs de fraternité, les valeurs de fair play. À ceci, bien entendu, je voudrais également associer tout le public sportif. Rappeler que le sport véhicule énormément de valeurs. Et parmi ces valeurs, nous savons, c'est le renforcement de la cohésion nationale. Et cette dernière valeur, pour un pays comme le Mali, bien entendu, a énormément de signification. Nous avons connu une crise multidimensionnelle depuis 2012. On le sait également que les plus hautes autorités ne ménagent aucun effort pour faire face à la situation sécuritaire, pour éradiquer définitivement le terrorisme dans notre pays. Et ceci commence d'abord et avant tout par le renforcement de la cohésion nationale. À ceci s'ajoutent également les efforts immenses déployés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, auxquelles je voudrais également transmettre les remerciements et les félicitations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Voilà, Sondao, c'était là donc le Premier ministre général de division, Dr Abdoulaye Maïga, qui s'exprimait à l'issue donc de la finale de cette Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta au micro de Mamari Koné et Alou Touré. Alors, on va juste rappeler qu'en match de classement samedi, Bougouni a gagné contre Tombouctou par le score de 4-1. À noter que les tournois ont enregistré cette année la participation de toutes les régions du Mali, plus le district de Bamako, ainsi que 3 institutions du pays. Sur le continent, l'actualité footballistique, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, le Mali, ce soir, sera face à un dilemme, gagner ou être éliminé en cas de défaite, je touche du doigt, face au Black Stars du Ghana. Absolument. Coup d'envoi donc à 19h temps universel à Accra Sports Stadium. Ce sera sous la direction de l'arbitre sud-africain Luxolo Badi au centre. Il sera assisté de son compatriote Clewin Baloyi comme deuxième assistant et du Lesotho Sourou Fatsouane au poste de premier assistant. Le quatrième arbitre, ou si vous voulez, arbitre réserve, sera le Namibien Ngongo Naftal, avec les allures d'un match coupé pour les Aigles du Mali, qui n'ont plus le droit à l'erreur. Ces matchs Ghana-Mali, comptant pour la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026, est à la fois un match de tous les espoirs et celui de tous les dangers pour les Aigles du Mali qui doivent forcément gagner pour continuer à espérer une éventuelle qualification historique à la Coupe du Monde de football. Tout autre résultat différent de la victoire va sérieusement hypothéquer le peu de chances qui leur reste encore, à défaut de les enterrer définitivement. Les Aigles du Mali et leur encadrement technique qui ont minutieusement préparé cette rencontre en sont bien conscients. Les enjeux de ces matchs avec nos envoyés spéciaux à Accra, Ardoumatina et Samou Diakité. Les Black Stars du Ghana sur la route des Aigles du Mali à l'occasion de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe I. Les protégés du sélectionneur Tom Saintfiet, après leur brillant succès contre les Comores, sont décidés de défier le Ghana chez lui. Lassana Koulibaly, milieu de terrain des Aigles du Mali. On sait à quel point ce match est très très important pour nous et surtout pour la qualification. Et voilà, on sait que Ghana aussi c'est une équipe très très costaud, surtout à domicile. On sait qu'on a notre destin en main. On ne devrait pas compter sur d'autres équipes. Voilà, aujourd'hui on a tout. Je pense qu'avec tout le travail qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, si on continue ce chemin, il n'y a rien qui nous empêchera d'avoir la victoire au Ghana. Tom Saintfiet, sélectionneur des Aigles du Mali. Ghana, c'est une bonne équipe avec beaucoup de qualité. Ils n'ont pas fait le meilleur match au Kerchat. Ils vont revancher et on va jouer là-bas. C'est jamais facile. Mais on a entraîné ici au Berkane notre stratégie. J'ai confiance de mon équipe. On a beaucoup de respect pour Ghana. C'est une grande équipe en Afrique et au monde. On se rappelle, dans cette campagne éliminatoire, les Aigles avaient été battus à Bamako 2-1 par les Black Stars du Ghana lors de la 3e journée, le 6 juin 2024. Les Aigles revanchards sont hyper motivés pour
pour s'imposer ce lundi afin de garder toutes leurs chances de qualification. Accra, Adjoumatina Samou Diakité pour le RTM. Alors, Ousmane, on va tout simplement souhaiter bonne chance aux Aigles du Mali. Alors, je précise également que vous pourrez donc suivre cette rencontre sur nos antennes télé et radio à partir de 19h temps universel. Toujours dans le groupe I cet après-midi, Madagascar accueillera le Tchad au stade de l'Arbi Zaouli de Casablanca aux environs de 16h temps universel. Hier, les Comores se sont à nouveau relancés en gagnant en déplacement 2-0 contre la Centrafrique. Grâce à cette victoire, les Sélacantes s'emparent provisoirement de la deuxième place du groupe avec désormais 15 points derrière le Ghana 16 points et devant Madagascar 13 points. Les Aigles du Mali sont encore relégués à la 4e place avec 12 points devant la Centrafrique 5 points et le Tchad avec seulement une unité. Sortez vos drapeaux, tous derrière les Aigles du Mali. En attendant, Afrobasket U16 garçons et filles à Kigali, on change de discipline évidemment. Le Mali va effectuer sa troisième sortie demain. Chez les filles, ce sera contre la Guinée-Conakry à 9h. Oui, après sa victoire 52-44 mercredi contre l'Angola et son succès 65-38 samedi face à la Côte d'Ivoire, le Mali affronte la Guinée-Conakry demain mardi. Le coup d'envoi est prévu pour 9h. Une nouvelle victoire permettra donc au Mali de trôner sur le groupe B qu'il domine avec 4 points devant l'Angola 3 points, la Côte d'Ivoire 3 points également et la Guinée-Conakry 2 points. Dans l'autre match du groupe, l'Angola jouera contre la Côte d'Ivoire. Ce sera à partir de 14h temps universel. Un seul match est au programme ce lundi. Ça oppose le Rwanda à la Tunisie. Le coup d'avoir a été donné donc aux alentours de 11h30 et nous sommes pratiquement dans les derniers instants de ce match. Nous jouons le quatrième quart-temps et nous sommes pratiquement à la dernière minute et c'est donc la Tunisie qui mène par 58-45 devant le Rwanda. Alors, chez les garçons, le Mali a effectué sa deuxième sortie hier. Les jeunes Maliens ont battu leurs homologues du Maroc par le score de 67-54. Ils réalisent ainsi le 2-2 après leur succès 69-57 jeudi contre le Libéria. Les Libériens qui ont concédé hier leur deuxième défaite d'affilée en s'inclinant devant l'Égypte 61-74. Au programme, c'est lundi, Guinée-Conakry, Ouganda à 14h et Tunisie-Cameroun à 16h30. Alors, tout comme chez les filles dans le groupe B, le Mali est en tête du groupe C chez les garçons avec 4 points devant l'Égypte, 4 points également, le Maroc 2 points et le Libéria 2 points également. On termine par la CAN de handball junior au niveau de Oran en Algérie. Entrée difficile pour le Mali. Oui, entrée en lice ratée pour les Maliennes à la CAN junior du handball féminin qui se déroule à Oran en Algérie. Au compte de la première journée du groupe B hier, le Mali a perdu contre l'Algérie 39-16. Malgré la défaite, la Malienne Kani Sissé du Sigui Dekai a été désignée meilleure joueuse du match. Alors, l'équipe malienne fait sa deuxième sortie cet après-midi. C'est à partir de 16h contre l'Angola, vainqueur hier du Kenya 41-26. Merci Fotiki Tunkara pour ce tour de l'actualité sportive de ce lundi 8 septembre dans ce 13h. Merci à vous aussi. Tout en souhaitant bonne chance aux Aigles du Mali. Espérons-le. Ce communiqué avant de nous séparer, l'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les opérations de traque et de destruction des groupes armés terroristes se poursuivent sans relâche dans la région de Kay après les opérations de samedi qui ont porté un coup dur aux groupes armés terroristes avec la destruction de plusieurs sanctuaires terroristes. Les opérations de traque des rescapés se sont poursuivies hier dimanche avec des bombardements de plusieurs positions des groupes armés terroristes dans la localité des Nioro du Sahel. Les ratissages continuent dans la zone. Le chef d'état-major général des armées tient à informer les populations de l'intensification des opérations terroristes dans la région de Kay des Nioro du Sahel et compte sur leur coopération pour la bonne poursuite de ces opérations. Il rassure par la même occasion que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. 13h26 à Kona, région de Kay, même heure à Dramane et Samegar, ainsi qu'à Logo Kakulu. Nous sommes en première région à Kay. Ce journal prend fin. Le prochain rendez-vous, faut-il l'annoncer tout à l'heure, ce sera après le match des Aigles du Mali que vous pouvez suivre en direct à partir de 19h sur Radio Mali. Vous retrouverez Koumassi, c'est juste après le rendez-vous des Aigles du Mali. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Absi Traoré, Fousseini Sissoko, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation du Ratier Diakité. Gardez vos positions d'écoute
Dans un instant, les avis communiqués avec Kani Keita. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Excellente semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer. Là où nous sommes, tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir.